Mercredi 3, ne manquez pas 2, notre nouvelle émission. Alerte générale. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu à Budapest. Les ingérences inquiètent Paris et cette fois il est question de l'alliance entre les géants des réseaux sociaux Elon Musk et Pavel Durov. En politique intérieure, enfin, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'attelle au budget, un terrain miné. Après l'Alaska cet été, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront cet automne à Budapest, en Hongrie, chez Viktor Orban. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie et de Thibaut Gibelin. Alors qu'il reçoit de nouveau Volodymyr Zelensky ce vendredi 17 octobre à Washington, Donald Trump a fait une annonce la veille qui a surpris beaucoup d'observateurs. Il rencontrera dans les 2 semaines à venir son homologue russe Vladimir Poutine, cette fois-ci en Europe, dans un pays frontalier de l'Ukraine, en l'occurrence la Hongrie dirigée par Viktor Orban. L'information a eu de quoi surprendre, car depuis leur dernière rencontre en Alaska mi-août, les négociations Trump-Poutine semblaient être au point mort, et le conflit en Ukraine se poursuivait avec une importante intensité dans les bombardements de part et d'autre, même si la ligne de front ne bougeait pour ainsi dire quasiment pas. Le choix de la Hongrie, qui va assurément faire bondir les euromondialistes bruxellois, s'explique par de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est que la Hongrie a annoncé, lorsqu'elle a accueilli en visite officielle Benjamin Netanyahou il y a quelques mois, qu'elle se retirait de la Cour pénale internationale, ce qui lui permet donc également de recevoir Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas la seule raison qui rend le choix de Budapest, qui a été proposé par Donald Trump lui-même, attractif pour une telle rencontre. D'abord, il y a un manque de choix pour le président américain et le président russe. On le sait, une option a déjà été utilisée, c'est celle de l'Extrême-Orient, russe ou de l'Alaska américaine. Désormais, une autre option serait d'aller en Turquie. Or, le président Erdogan a déjà pris beaucoup de poids dans la géopolitique régionale en étant un faiseur de paix via sa prédominance en Syrie. Donc finalement, Budapest est aujourd'hui une ville européenne, mais c'est aussi une ville européenne qui est en lien, en communion, je dirais, diplomatique assez étroite avec la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Et c'est aussi une capitale européenne qui affiche une volonté de paix inflexible depuis le début des hostilités en février 2022. Si bien que la position de Viktor Orban, c'est pas seulement un Budapest comme endroit où Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontrent, c'est l'endroit où une tierce option européenne s'impose enfin. Celle qui n'est pas du côté du nationalisme russe, qui considère que l'Ukraine n'existe pas, ou bien qu'elle est une simple composante de la Grande Russie, et c'est pas non plus cette mentalité européenne fondamentalement anti-russe et agressive qui essaie de se constituer comme pôle de puissance en existant face à la Russie. La Hongrie de Viktor Orban, finalement, propose une option de paix en définissant l'Europe comme un territoire où la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne partagent une nécessaire cohabitation. Et c'est ça qui est en jeu avec cette rencontre dont le président américain a annoncé la possibilité. Pour Viktor Orban, traité en paria de l'Union européenne, régulièrement objet de calomnies assez grotesques, encore accusé très récemment d'avoir mis sur pied un réseau d'espionnage à Bruxelles qui agirait quasiment pour le compte de la Russie, c'est une revanche éclatante qu'il s'offre à la barbe des euromondialistes qui le vilipendent et lui mènent la vie dure depuis 15 ans. Et nul doute que cela devrait lui profiter à l'occasion des prochaines élections législatives hongroises du printemps 2026. Le bénéfice est évidemment considérable et ça à 2 titres. D'abord, ça justifie a posteriori
ce que les élites conservatrices hongroises ont proclamé depuis l'hiver 2022, à savoir que cette guerre n'avait pas d'option, n'avait pas de résultat satisfaisant possible sur le champ de bataille et que la négociation avec une trêve était la seule manière de solder le compte entre la Russie et l'Ukraine. Et puis la deuxième option, elle est bien sûr électorale. Il va y avoir des élections législatives en Hongrie au printemps 2026 et la reconnaissance de l'option de paix proposée par Viktor Orban depuis plusieurs années serait éclatante si, évidemment, les discussions de paix entre Moscou et Washington aboutissaient à Budapest. Reste maintenant à voir en quoi la réunion de Budapest pourrait déboucher sur davantage de résultats que celle de l'Alaska, tant la situation de Kiev et de Moscou n'est pas propice à beaucoup de compromis. Côté russe, les 4 oblasts annexés fin 2022 n'ont jamais été conquis en intégralité et jamais les capacités militaires de l'Ukraine n'ont été aussi importantes qu'elles ne le sont actuellement, alors que l'objectif initial de l'opération militaire spéciale était justement de faire en sorte que l'Ukraine ne soit plus en capacité de menacer la sécurité de la Russie. Côté ukrainien, abandonner les places fortes du Donbass, défendues jusqu'à présent avec tant d'acharnement, semble inconcevable. Et toute concession excessive à Moscou est susceptible de faire vaciller le pouvoir de Volodymyr Zelensky et de livrer le pays au chaos et aux bandes armées, selon un scénario de type corps franc, comme dans l'Allemagne de 1919. Un scénario qui effraie en Europe, en particulier chez les voisins occidentaux de l'Ukraine, comme la Pologne ou la Hongrie. En clair, il est improbable que la future réunion de Budapest apporte rapidement une solution globale au conflit ukrainien. Mais elle est malgré tout susceptible d'y contribuer et constitue à coup sûr un pied de nez aux euromondialistes belliqueux. Les réseaux sociaux font peur à la République. L'alliance sur les réseaux des géants de la tech Elon Musk et Pavel Durov et de leurs millions de fans pourrait annoncer un déferlement de critiques visant l'ordre européen actuel. Explication Édouard Chano. Alors que la crise de régime rend probable des élections législatives anticipées, voire même présidentielles, le pouvoir macroniste s'inquiète encore d'influences étrangères. Mais dans ses pires cauchemars, un nouveau type d'influenceurs, les grands patrons de la tech. Car en effet, quand Pavel Durov fustige les dirigeants français, Elon Musk le retweet. Le 14 octobre et en 2 clics, le tandem russo-américain a touché près de 40 millions de personnes seulement sur le réseau X. Le fondateur de Telegram dénonçait avec véhémence les tentatives de contrôle de l'UE visant les messageries cryptées. En effet, la veille, l'Union européenne retirait sous la pression un projet de loi afin de contraindre les services de messagerie à scanner chaque message échangé, officiellement afin de protéger les enfants des prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux. Une proposition finalement estimée contraire aux normes protégeant la vie privée. Le duo Musk-Durov n'en est pas à son coup d'essai. Déjà le 28 septembre, l'Américain était monté au créneau pour soutenir le Russe face aux autorités françaises, alors que Pavel Durov dénonçait les pressions qu'il avait subies à l'été 2024 après son arrestation à l'aéroport du Bourget. Il avait dévoilé que les renseignements français lui avaient demandé de censurer certains comptes Telegram pour aider le gouvernement moldave menacé par l'opposition pro-russe. De quoi faire frémir les obsédés des supposées ingérences russes et de la mouvance MAGA américaine qui voit se profiler une convergence russo-américaine. Or, selon Nicolas Mirkovitch, auteur de l'essai L'Amérique Empire, il ne s'agit pas d'une ingérence sournoise comme celle ayant provoqué des révolutions de couleur lors de la décennie passée. Il y a clairement une offensive de la part des géants de la tech sur l'Europe. Ce n'est pas une offensive comme on le connaît d'habitude, par exemple des pays atlantistes qui organiseraient une révolution de couleur dans un pays étranger ou qui par des moyens sournois, indirects, chercheraient à avoir une influence sur la politique d'un pays étranger. Là, c'est grâce à des investisseurs, par des hommes d'affaires étrangers qu'on a la possibilité de retrouver un débat. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez différent. C'est-à-dire que le paradoxe aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression est revenue en Europe grâce à des personnes comme Pavel Durov, le patron de Telegram, grâce à des personnes comme Elon Musk sur X, alors que dans les médias dominants en France, la scène politique a tendance à être de plus en plus cadenassée.
Il est fondamental de rester indépendant. Pour autant, c'est pas parce qu'on se méfie de l'impérialisme américain qu'on va dire non à des outils qui pourraient provenir des États-Unis, qui nous simplifient la vie. Ce qui est fondamental, c'est quel est l'intérêt des Français dans un sujet particulier ? Dans les couloirs du Quai d'Orsay, on parle déjà en langage technocratique de frontalité additionnelle sur les réseaux sociaux, selon les termes utilisés le 9 septembre dernier lors d'une conférence de presse par Anne-Marie Descôtes, secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le Quai d'Orsay a créé un compte X, French Response, suivi par seulement 7000 personnes. À en croire Anne-Marie Descôtes, l'action des services russes serait de sidérer les Européens, de les apeurer pour rendre inopérant leur esprit critique, en s'alliant avec les millions de followers trumpistes, capables d'offrir une caisse de résonance inédite à la rhétorique visant la censure de l'Europe fasciste. Bien sûr, le vice-président américain J.D. Vance avait fustigé en février 2025, dans un discours à Munich qui a choqué l'Europe, l'érosion des normes démocratiques et la censure des opposants au sein de l'Union européenne. En cas d'élection anticipée, les autorités françaises craignent ainsi de voir de telles personnalités adouber des candidats d'opposition. Le vice-président américain l'a d'ailleurs déjà fait, soutenant l'AfD et Alice Weidel en Allemagne. Un juste retour de bâton, diraient certains, puisque les dirigeants européens eux-mêmes n'ont pas ménagé leurs efforts pour imposer leurs vues à l'étranger. Rappelons qu'au mois de septembre, Emmanuel Macron et Friedrich Merz n'avaient pas hésité à faire le déplacement dans la petite Moldavie pour soutenir Maia Sandu face à l'opposition pro-russe. Reste que Nicolas Mirković plaide pour une certaine prudence. Selon lui, un rapprochement des partis européens avec la mouvance MAGA, bénéfique dans les médias, pourrait à plus long terme vassaliser davantage de nouvelles élites européennes. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une tentative d'influence, de séduction majeure de la part de Trump et des mouvements MAGA américains sur des partis européens. On l'a vu récemment dans le message de Trump en faveur de Meloni, dans les relations que Musk a eues avec l'AfD, dans la présence de politiciens américains dans des manifestations européennes. Attention à ne pas tomber dans le piège. L'intérêt de Trump et de son entourage est évidemment d'avoir en Europe, qui considère toujours comme une zone vassale des États-Unis, des réseaux d'influence qu'ils auraient à travers des partis politiques qui sont plus alignés sur leur programme politique. Mais si ces programmes politiques demain libèrent de wokisme, c'est bien. Mais si c'est pour nous enchaîner derrière la matrice impériale américaine et que nous achetions de nouveaux Américains, que nous endettions auprès des Américains, que nous achetions du matériel militaire américain, que nous regardons les films américains, on reste toujours dans cette logique impériale. Donc il faut faire attention à ce piège. On ne pourra jamais tout à fait libre si on ne redevient pas tout à fait souverain, c'est-à-dire qu'on doit subir l'influence d'aucun parti étranger, même si on a des éléments politiques en commun avec ces derniers. J+1 après les motions de censure ratées. L'exécutif n'en a pas pour autant fini avec les oppositions, mais aussi avec le centre. Tour d'horizon des menaces. Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Une nouvelle motion de destitution du président déposée par les Insoumis. Encore une fois, celle-ci a très peu de chances d'aboutir, surtout venant d'un groupe aussi décrié que LFI, qui sortirait auréolé de l'éviction du président, ce qui n'est pas admissible pour les opposants à ce parti et probablement encore plus pour ses alliés. Une première motion de destitution avait été jugée irrecevable le 8 octobre par le bureau de l'Assemblée nationale, en partie à cause de l'abstention du Rassemblement national. La suspension de la réforme des retraites, annoncée par Sébastien Lecornu, a convaincu le PS de ne pas censurer, mais sans garantir un soutien au budget. Marine Le Pen, qui espérait une dissolution de l'Assemblée, voit sa stratégie dite accélérationniste fragilisée, mais conforte la place de son parti comme première opposition, là où LR et les socialistes sont fragilisés. Le budget 2026 sera la nouvelle bataille des oppositions, le gel des prestations sociales pour économiser 3,8 milliards d'euros, la suppression des APL pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, le doublement des franchises médicales et la baisse des moyens pour le logement social risquent d'échauder les socialistes et de chauffer rappelant le reste de la gauche. Les associations satellites de la gauche, justement, et les syndicats devraient aussi entrer en scène et mettre la pression sur l'exécutif. La CGT appelle déjà à une mobilisation le 6 novembre.
Ce que je peux vous dire, c'est que le budget présenté par M. Lecornu est catastrophique. Il est même sur certains points encore plus violent que le budget de François Bayrou. La mobilisation, elle va commencer dès le 6 novembre prochain avec les retraités qui organisent une journée d'action le 6 novembre. Pourquoi ? Parce que la pilule est particulièrement violente pour les retraités. Les retraités, d'abord, ça va être les premières victimes de cette explosion des frais de santé parce que c'est eux qui ont besoin de se soigner le plus. Sophie Binet ou le syndicalisme gériatrique. Les retraités pas contents, les actifs non plus. Ainsi, la suppression de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité vise par exemple directement les familles. Il y aura de quoi râler à tous les étages et le gouvernement n'y échappera pas. Prise en étau entre des socialistes revigorés par la suspension de la réforme des retraites et des LR qui n'ont rien obtenu, mais qui tenteront par tous les moyens d'obtenir à leur tour une petite victoire, l'exécutif devra aussi composer avec ses propres alliés du centre. Gabriel Attal, très remonté contre le président, ne fera pas de cadeau. Quand Édouard Philippe, lui, persiste et signe, il souhaite le départ d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit parce que je pense que c'est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise qui se terminera mal, je le crains. Une crise qui n'en finit pas et qui ne se résoudra pas avec une dissolution. Aucune force en présence ne semble en mesure d'obtenir une majorité absolue et aucun bloc de partis n'est prêt à faire des concessions. L'incertitude, catastrophique pour l'économie du pays, pourrait favoriser un cercle vicieux qui n'augure rien de bon pour les mois et les années à venir. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Bruno Retailleau a engagé la procédure d'exclusion de 6 ministres issus des Républicains ayant rejoint le gouvernement de Sébastien Lecornu malgré l'opposition des adhérents. Dans un courrier daté de jeudi 16 octobre, signé par Othman Nasrou, secrétaire général, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, Philippe Tabarot des Transports, Rachida Dati de la Culture, Sébastien Martin de l'Industrie, Nicolas Forissier du Commerce extérieur et Vincent Jeanbrun de la Ville et du Logement sont accusés d'avoir ignoré la ligne politique de LR, un choix jugé incompatible avec les valeurs du parti et qui a conduit à l'envoi d'une mise en demeure. Les ministres ont jusqu'à mercredi midi pour répondre avant une décision définitive. Selon Bruno Retailleau, le discours de Sébastien Lecornu a confirmé les divergences profondes avec LR, rendant leur position intenable. Mais cela n'a pas empêché leurs députés de ne pas voter la censure visant le gouvernement. La meurtrière de Lola devant les juges. Ce vendredi, Dabia Benkired comparaît devant la cour d'assises de Paris pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans accompagné de viols, tortures et actes de barbarie. C'était le 14 octobre 2022, Lola Davier, âgée de 12 ans, était retrouvée morte, son corps déposé dans une malle au pied de sa résidence du 19e arrondissement de Paris. L'auteur du crime, Dabia Benkired, était une Algérienne présente illégalement en France, faisant l'objet d'une OQTF non appliquée. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité et a présenté des signes de démence au cours de l'enquête. Elle dit avoir violé l'enfant jusqu'à son plaisir et l'avoir poignardé au cou et dans le dos en pensant aux moutons sacrifiés dans le rite de l'Aïd, avant de noter au rouge à lèvres 1 et 0 sous les pieds de la victime pour imiter les tatouages sur les bêtes. Le drame de la petite Lola mettait en relief de nombreux problèmes. L'inexécution des OQTF, la présence de délinquants tolérés passivement par la police qui avait constaté la présence illégale de la future meurtrière 2 mois avant son crime, l'échec d'un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui osait parler d'indécence pour ceux qui soulevaient ces questions. Aujourd'hui, à la tête du ministère de la Justice, le même ministre est aux abonnés absents concernant un billet du journal Libération. L'article est intitulé « Procès du meurtre de Lola, le moment ou jamais de remercier Robert Badinter ». Après le tollé suscité par ces propos, la rédaction n'a pas présenté d'excuses et le ministre Gérald Darmanin n'a pas parlé d'indécence. L'enquête sur le meurtre d'un homme en fauteuil roulant avance. Jeudi, 5 personnes ont été placées en garde à vue pour l'assassinat d'Ashur Sarnaya. Le 10 septembre, à Lyon, cet homme âgé de 45 ans, en fauteuil roulant, a été poignardé mortellement alors qu'il publiait une vidéo en direct sur sa foi chrétienne. Le 2 octobre, un Algérien de 28 ans a été arrêté au sud de l'Italie. Un immense couteau a été saisi lors de son interpellation, selon la police italienne. Il serait entré dans le pays 2 jours après le crime commis à Lyon. Rappelons que l'enquête, initialement ouverte pour assassinat, a été élargie quelques jours plus tard aux infractions d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Ashur Sarnaya avait déjà fait l'objet de menaces en raison de ses vidéos à caractère religieux. Nouveau feuilleton judiciaire pour les écologistes. Jeudi, Hassen Hamou a annoncé le retrait de sa candidature aux élections municipales à Marseille.
Il figurait sur la liste sortante d'Union de la gauche en tant que chef de file des écologistes. Il doit comparaître en novembre devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs par un moyen de communication électronique. En juin 2024, il aurait tenté, par le biais d'Internet, d'obtenir des faveurs sexuelles d'une personne âgée de 16 ans. Des Français victimes d'un réseau international de pirates informatiques. Vendredi 10 octobre, la région Hauts-de-France a rapporté que près de 80% des lycées publics de sa région ont été touchés par des cyberattaques de type ransomware. Il s'agit d'une attaque informatique qui bloque l'accès à l'appareil ou au fichier d'une victime en exigeant le paiement d'une rançon. Ces ransomware font de plus en plus de victimes dans ce secteur opaque de l'informatique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe de pirates informatiques, appelé Kylin Ransomware, opérerait depuis l'Europe de l'Est. D'autres attaques ont été constatées ces dernières semaines, notamment dans des mairies dans les Pyrénées-Orientales. Le groupe aurait également agi en Angleterre et aux États-Unis, perturbant des services hospitaliers. L'actualité internationale en bref. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une bombe a explosé sous la voiture de Sigfrido Ranucci, célèbre journaliste italien de l'émission Report sur Rai 3 à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome. L'explosion, qui n'a fait aucune victime, a endommagé la voiture de sa fille et la façade de sa maison. Selon Report, la déflagration aurait pu être mortelle. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables. Cet acte a suscité une vague de condamnations, notamment de la première ministre Giorgia Meloni, qui a dénoncé une intimidation contre la liberté de la presse. Ranucci, déjà visé par des menaces par le passé, a annoncé son intention de porter plainte. Il avait notamment trouvé des balles de pistolet P38 devant chez lui l'an dernier. La justice enquête sur ces intimidations répétées. Investi après sa prise de pouvoir. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina de l'unité militaire CAPSAT devient président ce 17 octobre après le putsch de mardi dernier. Cette prise de contrôle fait suite à la destitution d'Andry Rajoelina, président contesté ayant fui le pays face au soulèvement populaire. La Haute Cour constitutionnelle a entériné cette transition, suspendant la Constitution. Randrianirina, farouche opposant de Rajoelina, avait été emprisonné en 2023 pour incitation à la mutinerie. Il rejette l'idée d'un coup d'État, affirmant agir pour sauver un pays au bord du chaos. L'ONU condamne ce changement inconstitutionnel, exigeant un retour à l'ordre. Le nouveau président promet des élections dans 18 à 24 mois et un processus pour nommer un Premier ministre. Les manifestations soutenues par le colonel ont causé 22 morts et plus de 100 blessés selon l'ONU. Le Pérou aussi en pleine crise politique. Le gouvernement péruvien a annoncé jeudi son intention de déclarer l'état d'urgence à Lima face à une vague de violence liée au crime organisé. Cette décision intervient après des manifestations massives contre la criminalité, l'insécurité économique et la corruption qui ont dégénéré mercredi, causant la mort d'un manifestant, le rappeur Eduardo Ruiz, âgé de 32 ans, tué par un policier, et 113 blessés, dont 84 policiers. Le chef du gouvernement de transition, Ernesto Alvarez, a précisé que l'état d'urgence permettra à l'armée de patrouiller et de restreindre certains droits comme la liberté de réunion. Le président par intérim, José Géry, a demandé des pouvoirs spéciaux au Congrès pour légiférer sur la sécurité, notamment pour contrer les extorsions orchestrées depuis les prisons. Un conservatisme pas très naturel. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi des mesures pour réduire les coûts prohibitifs des fécondations in vitro, dites FIV, dans le but de relancer la natalité aux États-Unis, en baisse à 1,6 enfants par femme. Lors d'une conférence à la Maison-Blanche, il a dévoilé un programme permettant l'achat en ligne de traitements hormonaux à prix réduit via le site Trump RX dès janvier 2026, avec des remises ajustées selon les revenus. De plus, le gouvernement encourage les entreprises à offrir une assurance spécifique pour les soins de fertilité, alors qu'un quart des grandes entreprises couvrent actuellement les FIV dans le pays. Cette initiative divise les républicains, certains y voyant une pratique discutable éthiquement. Ce soir sur TVL, les idées à l'endroit. Dans le samedi politique, Élise Blaise reçoit l'essayiste Charles Nana pour évoquer la rupture entre l'Occident et l'Afrique au profit du Grand Sud. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. Lundi, dès 7h, un zoom avec Fabien Bouglet sur les éoliennes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. À lundi.